Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un grand honneur pour nous d'être avec vous cet après-midi pour parler de ces problèmes cruciaux qui endeuillent l'Est de la République démocratique du Congo pour plus de 10 ans maintenant. En fait, le viol, pendant très très longtemps, en période de conflit, avait été considéré comme un effet collatéral de la guerre. On pouvait même le considérer comme inévitable lorsque on est dans un conflit armé et que tout conflit devrait se terminer par le viol des femmes. Et si nous reculons un peu dans l'histoire, nous pouvons même nous apercevoir qu'à un certain moment, violer les femmes du camp considéré comme ennemi lorsqu'on a vaincu les cas ennemis, c'était tout à fait normal. Et ici, en fait, c'est comme si les femmes étaient considérées comme un butin de guerre comme tous les autres butins. J'ai eu l'occasion de suivre un film qui s'appelle Résolution, qui avait été tourné par Madame Margot Wallström sur le viol. Et ce qui m'avait frappé dans ces films, c'est que le film montre à quel point le viol a un caractère transnational. On voit très bien que le comportement d'une femme violée en Colombie, en Bosnie, en Sri Lanka, en Allemagne, au Congo, elles ont le même comportement, elles disent presque les mêmes choses. Et dans leur corps, on sent très bien qu'elles transmettent le même message. Mais ce qui m'avait frappé aussi dans ces films, c'est qu'il y a aussi un aspect transgénération. On a fait témoigner une femme qui avait été violée en 1940 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand j'écoutais son témoignage, je ne voyais pas la différence avec les jeunes qui ont 20 ans, que je soigne au niveau de l'hôpital des Panzi et qui parlent avec la même façon de sentir la chose. Et encore plus fort, c'est qu'une femme, après 60 ans d'avoir été violée, elle a toujours le sentiment qu'on lui a pris quelque chose que les années n'ont pas pu la rendre. Et ça montre très bien à quel point le viol doit attirer notre attention par son caractère de destruction qu'il peut porter au niveau des victimes. Et il y a le fait que lorsque le viol est utilisé, ce n'est pas seulement un désir sexuel, comme on peut le voir par exemple au Congo, c'est avec un objectif d'humilier, c'est un objectif de détruire, et même parfois, dans certaines circonstances, le viol a été utilisé pour faire une épuration ethnique. La destruction des tissus sociaux, on peut très très bien l'observer comment ça marche. Les dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions et nous en sommes très reconnaissants. Il y a eu plusieurs résolutions, plusieurs conventions internationales et qui ont déplacé ces crimes odieux à le mettre au niveau des crimes comme crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, régulés spécialement par les statuts de Rome. Et on peut voir par exemple la résolution 1325 qui milite beaucoup plus pour la prévention et la protection des femmes et des petites filles pendant le conflit. Donc ces considérations ont beaucoup évolué. Avec la résolution, par exemple, 1820, aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne devrait même pas avoir des amnisties pour des gens qui commettent de tels crimes. Et normalement, la poursuite devrait être des criminels et ils ne devaient bénéficier absolument d'aucune remise. Alors, quels sont les impacts qu'on peut observer avec le viol lorsqu'il est utilisé comme une arme de guerre?
En République démocratique du Congo, depuis 10 ans, cette arme est utilisée non seulement comme une arme, mais il est utilisé comme une stratégie de guerre. Et là, il faut faire très très bien la part des choses. Une arme, on peut ne pas l'utiliser. Mais lorsqu'on choisit une stratégie, c'est que c'est volontairement fait, planifié, et on s'est dit, on va aboutir à quoi? C'est pour cette raison que vous allez voir dans la presse, on a des articles qui nous disent 300 femmes ont été violées dans une soirée, dans un week-end. Il va de soi que vous ne pouvez pas arriver à violer autant de femmes dans un temps si court si ça n'a pas été préparé. Et si vous l'avez préparé, donc vous avez un objectif à atteindre. Lorsque nous analysons ce que nous avons dans nos documentations à l'hôpital, on voit très bien que ces viols sont commis pour entraîner spécialement 4 choses. Un déplacement massif de la population, créer de l'espace. Lorsque les groupes rebelles ont besoin d'avoir de l'espace pour exploiter les minéraux et pour se créer un espace spécifique à eux, ils utilisent cette stratégie pour déplacer la population. Mais aussi, dans ce qu'ils commettent, ils arrivent à réduire la démographie locale. Cette réduction de la démographie locale s'est fait par la contamination des maladies sexuellement transmissibles, ça s'est fait par la transmission du VIH, mais aussi ça s'est fait par la destruction de l'appareil génital de la femme. À côté de ça, il y a tous les phénomènes qui entourent ces viols, qui consistent à des destructions économiques, et donc brûler les maisons, brûler les champs, brûler tout ce que peut avoir la population locale. On observe également qu'il y a un aspect de la destruction du tissu social, puisqu'en fait, lorsque le tissu social peut résister, la reconstruction peut se faire. Et ici, souvent, ce sont des viols collectifs, ce sont des viols devant la famille, devant les enfants pour les parents, ou les enfants devant leurs parents. Et ça va donner naissance aux enfants qui n'ont pas de filiation. Et vous pouvez imaginer ce que ça crée comme frustration dans la famille lorsqu'on a un enfant qui est l'enfant de l'assassin présumé des membres de la famille et qu'on ne connaît pas les pères, mais qui est là et qu'on doit garder. Donc, c'est toute une stratégie qui permet à ce que, en fait, on affaiblisse la personne qu'on attaque. C'est une stratégie qui permet à ce qu'on arrache à la personne l'essentiel de lui-même. Le mobile est bien sûr politique et économique. Assez rapidement, les auteurs de ces barbaries, ce sont des bandes armées. Et à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons des bandes armées ou des rébellions qui viennent du Rwanda, on les appelle des FDLR. Du Burundi, ils s'appellent des FNL. Il y a des LRA qui viennent de l'Ouganda. Une ADF Nalu aussi viennent de l'Ouganda. Et ils commettent des viols de ce type pour se faire de l'espace où ils exploitent des minéraux librement. Depuis quelque temps, nous avions constaté également que ces phénomènes s'étendent à l'armée nationale congolaise, qu'on appelle les FARDC, après l'opération de mixage qui a consisté à mettre les groupes armés ensemble, mais aussi au niveau de la police. Pour terminer, pourquoi ça doit persister pendant 10 ans? Et peut-être dans la discussion, on va y revenir. On observe très bien qu'il y a des niveaux différents. Au niveau national, il y a un manque de volonté politique pour faire face à ces phénomènes de destruction massive qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Et ceci se caractérise par le fait que le gouvernant, il banalise ou tout simplement il nie les faits. Et lorsque on banalise ou on nie les faits, on ne peut pas prendre les actions nécessaires. Il y a un problème d'impunité. Dans la négociation de la paix, malheureusement, on a préféré sacrifier la justice sur l'autel de la paix,
Et aujourd'hui, en sacrifiant la justice sur cet autel de la paix, on observe qu'on n'a ni paix, ni justice. Et donc, ça n'a rien changé. Enfin, il y a une absence, à mon avis, et là, c'est mon avis, que la façon dont on a mélangé les groupes armés pour constituer une armée, on n'a pas constitué une armée. On a tout simplement pris des anciens bandits, on les a mis ensemble et on leur a demandé de protéger ceux-là qu'hier, ils étaient en train de violer, sans qu'il y ait le moindre vetting, sans qu'il y ait la moindre formation, juste une tenue. Et je pense que la tenue militaire ne suffit pas pour être un bon militaire. Sur le plan régional, on voit très bien le manque de volonté également politique des dirigeants locaux, des dirigeants locaux régionaux qui devraient normalement pouvoir s'engager dans cette question puisque ça représente une insécurité pour toute la région. Aujourd'hui, c'est le Congo qui paye, mais tous ces jeunes qui sont formés à la haine, à la destruction, qui sont dans la région, je crois que les pays régionaux, s'ils pouvaient s'occuper, ça peut diminuer cette violence en cours. Éviter les incursions armées puisqu'il y a beaucoup d'incursions qui se font au niveau du Congo par les pays voisins. Et ça fait une stimulation des résistances internes par les groupes qu'on appelle des Maï-Maï, mais qui ne sont pas aussi formés et qui vont faire la même chose. J'ai dit au niveau international, ça continue, puisqu'on peut observer très bien que même avec la présence de la MONUSCO pendant plus maintenant de 8 ans, il y a une absence de stratégie qui fait participer la base, qui fait participer les femmes à protéger dans leur protection. Ce qui fait que souvent, la MONUSCO arrive quand les choses sont déjà passées. Et il est très très important qu'il y ait une stratégie participative dans la protection et la prévention de la violence qui est faite aux femmes. Et enfin, il y a beaucoup d'actions qui sont menées en bilatéral avec une absence totale de coordination. Ça fait que l'insécurité persiste puisque les gens ne mettent pas les efforts ensemble pour lutter contre ces phénomènes de violence sexuelle. Je vous remercie. Merci, Dr. Mukwege. We do have quite an attendance for our event today, including some people in an overflow room. So let me get the pressure off of Secretary Otero a little bit and pose a question to Dr. Mukwege that comes from Stella Safari, who's a student studying at Dartmouth, but she's from the DRC. And she asks, some reports have indicated an increase in male gender-based violence. What is Panzi Hospital's perception of this, and what efforts, if any, are being made to address this? Merci beaucoup. En fait, comme je l'avais dit précédemment, en fait, ces violences sont beaucoup plus axées vers les femmes et les filles. Mais nous avons eu des groupes armés qui ont adressé beaucoup plus leur violence sur les hommes. Peut-être qu'ils avaient l'impression que c'est ça qui marchait beaucoup plus pour traumatiser la communauté. Et ils agissaient beaucoup plus dans le sud de Bukavu. Et là, on a vu spécialement des mutilations qui consistait tout simplement à la section de l'appareil génital des hommes. Et ce que nous faisons habituellement avec ces hommes, c'est leur aider à pouvoir être continents lorsqu'ils ont perdu la continence. Et sur le plan psychologique, je dois dire que ce sont des malades les plus difficiles. Même si l'homme n'a pas été mutilé, mais le fait d'être violé devant ses enfants et son épouse, il développe des troubles psychologiques qui sont plus graves que ce que nous observons chez les femmes. La tendance suicidaire est très très grande pour ces hommes et je pense qu'il est beaucoup vraiment plus difficile, surtout avec le moyen sur le plan psychologique que nous avons. On a très très peu de psychologues, presque pas de thérapeutes.
quand les hommes sont atteints, ils les sont très mal et ça nous pose un gros problème de la prise en charge psychologique et surtout que la prise en charge médicale lorsqu'ils sont mutilés. Ah, merci bien. Dr. Mukwege, sorry, Peter Orr, Refugees International. Dr. Mukwege, merci d'être venu et félicitations pour votre prix récemment accordé, mais surtout pour votre travail. Sinon, vous avez fait référence à des actions bilatérales sans effort de coordination. Est-ce une critique de la stratégie globale de lutte contre les violences sexuelles, programme qui existe sous STAREC? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'ici, je vois beaucoup plus la coordination au niveau du réforme du secteur de la sécurité. En fait, lorsque nous voyons ce qui se passe sur le terrain, c'est comme si on privilégie plutôt les coopérations bilatérales où chaque pays qui veut faire quelque chose vient faire ce qu'il veut faire de façon tout à fait isolée, sans que ça puisse entrer dans un programme global, en fait, de créer un système de sécurité. Un système de sécurité, ce n'est pas un bataillon par là, un bataillon à gauche. Je crois qu'il faut d'abord faire un constat. Et comme j'avais dit, le constat qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que les gens qu'on a pensé protéger la population dans la stratégie de mixage, on voit que c'est un échec. Ils ne sont pas capables de le faire. Ça, c'est la première étape, je crois, la plus importante, c'est dire, on a essayé de faire quelque chose, mais on arrive à un constat d'échec. Le protecteur est lui-même violeur. Et ça ne peut pas étonner. Ça devrait être plutôt du domaine de l'impossible, qu'il y ait quelqu'un, un enfant qui a été détruit pendant 10 ans, psychologiquement, qu'on espère que tout simplement lui changeant la tenue, il va devenir normal. Et ça, tous les psychologues vont nous dire que ça ne pourrait pas marcher. Donc il y a un constat. Deuxième étape, je pense, du constat, ça devrait être dire qu'est-ce qu'il faut pour protéger la population civile. Peut-être il faut une armée, absolument. Mais comment constituer cette armée? Moi, je crois qu'aujourd'hui, concevoir une armée, par exemple, dans la situation du Congo, sans pouvoir faire intégrer les femmes avec tout ce qu'elles font comme travail pour faire vivre les communautés, je trouve que ce soit la MONUSCO ou le gouvernement, c'est quelque chose qui va aller vers l'échec. Il faut poser la question à celui que vous voulez protéger, quel est son besoin? Comment lui conçoit la chose? Comment on peut faire la chose ensemble? Et je pense que c'est à partir de ces constats qu'on devrait avoir une coordination pour dire voilà le besoin, quel est l'État qui veut participer, il veut participer avec quoi, nous avons besoin de la liste est faite de ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment par tâtonnement et notre crainte, nous, sur terrain, c'est qu'à un moment, tout le monde va être fatigué parce que tout le monde aura mis et donc il met dans une porte et ça sort dans une autre porte et puis on dira ce n'est pas possible alors que c'est la méthode qui a été mauvaise. Et je pense qu'en ce qui concerne aussi la prise en charge des victimes, plus de coordination, plus d'efforts honorés, plus de résultats honorés. Voilà ce que je pense en ce qui concerne cette réforme du secteur de sécurité. I'm Dr. George Alula. Dr. Mukwege, félicitations encore pour tes awards. I met with Dr. Mukwege in 2007 here in Washington, D.C. when he came for the first time to speak to the Holocaust Museum. He asked me just one question. He said that the genocide in Congo does not have anybody talking about it politically. So I engaged myself. I come out with a book in which we say the genocide in Congo was economic and it was also ignored. We contribute to the Wall Street bill that President Obama signed in July last year. But we feel like now it's time for action. You asked, Maria Otello, the Secretary of State, just asked for proposition. I already submit some proposal to the State Department. We're working with some people there, but it's taking too long. We provide you the solution to secure the country.
going with what we're doing now, as Dr. Mukwege is saying, is an insurance for failure. We need a change of leadership in this country. We need 140 billion to rebuild the Congo, just using what George Marshall did for European country reconstruction. It's a very aggressive project and program that will involve the G8 and G20 countries, not only the US. My question is, why can we foresee that the 30,000 people, military, coming back from Afghanistan to be sent for 6 more months in the Eastern Congo to clean up the mess over there, just the French people did with the Artemis project to clean up Ituri when people were cut in pieces. We need just something very strong, more than what is done today. Thank you. Thank you. Okay, well, we begin maybe with Secretary Otero telling us what you're going to do with those 30,000 Marines, and then the certification process. And I will note that as a suggestion. Hi, my name's Tessa Khan. I'm with the American Bar Association's Rule of Law Initiative, which is the organization that was implementing and continues to implement the mobile courts in both South Kivu and Maniema province. And we were part of the program that implemented the particular court that held the trial in which Kabibi and others were prosecuted for the rapes that occurred in Fizi on New Year's Day. And that was at the time hailed as a huge success. It was a trial that was entirely within the Congolese legal system. They used the 2006 law on sexual violence to prosecute rape as a crime against humanity. Lieutenant Colonel Kabibi was the most senior officer to be successfully prosecuted for such a crime. International observers considered it to be a fair trial. The witnesses were protected. And as far as we know, the men, they were sentenced and continue to be secure within prison. And of course, in the last couple of weeks, we've now heard that within the same within proximity of Fizi, there's been another incident of mass rape, which certainly undermines our confidence in these sorts of procedures and in the power of infrastructure, when it does exist, to create a sufficient antidote to a culture of impunity. So it seems to us that, if nothing else, there has to be a change at a much more normative and at a cultural level to support these institutions when they work, because as far as we're all concerned, that was an example of an institutional success. So we are currently in our programming with organisations like Dr. Mukwege's Pansy Hospital and Heal Africa, working with community and religious leaders to help change the culture at a much more grassroots level, because as we know, there's an increased number of civilians committing rape, which means that simply helping demobilised soldiers reintegrate, supporting the security sector isn't going to be enough. There needs to be a change at a cultural level. And I wonder if any of you have some suggestions as to how best to effect that change, because all the institutions in the world aren't going to flourish if there simply isn't a respect for the rule of law and for the equality of women within Congolese society. Okay, Dr. Mukwege. Je m'intéresse beaucoup à la question que vient de poser notre ami de ABA, avec qui nous travaillons. Je pense que c'est ça qui montre, en fait, c'est pas un problème culturel, madame. C'est un problème de diagnostic. Puisque lorsque vous sanctionnez et que ça ne donne pas les résultats, il faut se poser la question pourquoi il n'y a pas de résultats. C'est que la personne ne comprend pas. Moi, je crois que quand je dis que tous ces militaires-là sont des malades, il y a des gens qui pensent qu'on exagère. Mais ce sont des malades puisqu'on a détruit leur système de fonctionnement psychologique. Et je pense que ce que nous faisons, le jugement que nous avions fait, nous tous nous avions applaudi et nous avons dit, ça y est, c'est bien parti. Mais ça serait fait au même endroit. Moi, je crois que ce que vient de dire Alula, s'il faut faire un diagnostic profond, il faut que ces militaires-là, s'il vous plaît, on les amène à un traitement. Il faut qu'ils soient détraumatisés. Il faut qu'ils aient une prise en charge psychologique.
peut-être qu'ils peuvent rester dans l'armée, mais l'armée pour cultiver, pour faire les routes, pour faire des actions de ce type. Ils vont garder leur uniforme pour être contents, mais pas avec une arme. On ne donne pas une arme à une personne malade. Deuxième chose, je crois que c'est cette étape-là qui suivrait, qui ferait par exemple à ce que maintenant on constitue une armée de personnes normales dans leur tête. Mais si on va continuer à considérer que ces gens sont des normaux et qu'il faut qu'on continue à les donner les armes, je pense que les mêmes effets vont produire toujours le même résultat. Et je pense que c'est possible aujourd'hui de les rendre économiquement valables en leur donnant un autre travail, qui est les donner un travail qui les rend dangereux pour la société.